Bonjour, en direct de l'Agora Équipe Auto, on est en direct de Villepinte. J'ai avec moi, excusez-moi, bonjour, Monsieur Kocham, président d'Équipe Auto, l'organisateur. Bonjour. À côté de lui, Monsieur Bartholomé, président de CNPA. Bonjour. Et le troisième de mes invités, Monsieur Mauge, qui représente la FIEV aujourd'hui, président de la FIEV. Bonjour à tous. Donc, première question, Monsieur Cham. Je vais commencer par vous. Donc, le bilan de cette semaine, on est à la veille de la clôture d'Équipe Auto. Et oui, il faut bien fermer un jour. Quel bilan vous tirez de cette semaine sur le domaine de la connectivité, qui était un des sujets principaux de cette semaine? Eh bien, écoutez, on a encore une journée. La journée de mardi, on a démarré un petit peu tranquillement. La journée de mercredi, nous sommes montés en puissance et nous avons battu le record de la session précédente, puisque nous sommes à des pourcentages de plus 5% par rapport à la même journée de la session précédente. Là, nous ne sommes pas encore tout à fait à la fin de la journée, donc ça continue à progresser. Mais au-delà du visitorat, ce que je crois qui est important, c'est que le président Mauge, moi-même, nous avons fait le tour de beaucoup de nos exposants. Eh bien, je crois qu'ils sont très contents. Et les initiatives qui ont été prises par l'organisateur, avec le soutien de ses partenaires comme le CNPA, la FEDA, etc., et l'actionnaire majoritaire, la FIEV, comme les start-up, comme le plateau de TV, comme un certain nombre d'initiatives, etc., eh bien, nous avons, je crois, un bon retour, car nous sommes en anticipation par rapport à ce qui va se passer dans les éditions futures, dont on vous parlera un peu plus tard sur ce que nous voulons faire après Équipe Auto 2015. Est-ce que vous avez rencontré de belles surprises, de bonnes surprises sur ce salon? Eh bien, écoutez, voilà, je vais vous donner une des bonnes surprises que j'ai eues. Nous n'avons pas eu de ministre français parce que leur agenda a été, je dirais, bousculé par l'actualité politique française. Mais par contre, nous avions mis 5 pays à l'honneur. Je commence par 4 pays à l'honneur: la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, la Pologne. Les ambassadeurs se sont déplacés, ou les ministres en charge de l'industrie se sont déplacés. Cela a été des visites que nous avons accompagnées, le président Mauge et moi, avec beaucoup d'intérêt. Et nous avons trouvé des partenaires sur des pays. Vous avez bien compris que nous avions sélectionné des pays que l'on dit en émergence, donc des marchés qui nous intéressent particulièrement pour Équipe Auto. Eh bien, nous avons eu des visites qui sont excellente, avec un retour que j'ai trouvé particulièrement bon, puisque nous avons déjà des invitations pour monter des opérations conjointes et j'en suis extrêmement fier. Alors, il y avait les traditionnels pavillons que vous venez d'évoquer. Il y avait aussi ce pavillon qui est juste à côté de nous, qui était dédié aux startups. Exact. Initiative 2015. Est-ce qu'on peut revenir sur ce projet? Qu'est-ce qui vous a invité? Bien, écoutez, je ne le dis pas par orgueil personnel, par prétention personnelle. C'est moi qui ai eu cette idée. Et j'ai qu'une chose sur laquelle je voudrais me tenser, c'est que je n'ai pas eu l'idée suffisamment tôt. Donc, je l'ai eu l'idée dans le courant du deuxième trimestre de l'année 2015. Et il a fallu le faire, je dirais, juste avant Équipe Auto. Et donc, on est parti un peu tard. Donc je regrette. Mais il n'en demeure pas moins que je pense, et je crois que c'est tout le monde, c'est une bonne idée. Nous allons la renouveler. Je crois que donner un emplacement, si vous voulez, et je pense que la session précédente, on les mettra peut-être encore plus en valeur que ce que nous avons fait cette année. Et il faut donner la parole à ces jeunes entreprises. Il y en a qui ont quelques semaines, il y en a d'autres qui sont un peu plus anciennes. Mais ces startups, c'est la préfiguration du positionnement d'une Équipe Auto qui doit se mettre sur que va être la mobilité de demain. Pas uniquement pour les constructeurs automobiles, pour les constructeurs, pour les réparateurs, pour les concessionnaires, pour les fast-fitters, pour les équipementiers automobiles, car je suis intimement convaincu que les équilibres du passé dans la filière automobile, eh bien, vont évoluer, que de nouveaux acteurs vont se présenter sur le marché et il faut les anticiper. Je précise que ces start-up, je ne les ai pas voulues limitatives dans le secteur automobile, que vous avez des start-up que nous avons invitées qui sont beaucoup plus larges. Pourquoi? Parce que la mathématique, c'est la mathématique, les algorithmes
s'ils marchent dans un secteur, on doit pouvoir les transporter, les transposer dans d'autres secteurs. Et je crois que la cross-fertilisation, c'est quelque chose qui marche. Donc je pense que c'est une bonne idée. Je pense qu'il faut l'amplifier. Et je pense que les salons Equipoto, qui doit être Equipoto, on le positionne comme on veut le positionner comme le meilleur salon du B2B de la filière auto en France. Pensez-vous que pour les années 2017 et suivantes, nous puissions atteindre cet objectif si on n'est pas sur la connectivité, si on n'est pas sur les voitures autonomes, si on n'est pas sur les nouveaux styles de mobilité? Tout ça passe par ce que l'on appelle le digital. Il fallait absolument avoir un point sur l'économie digitale et nous l'avons fait. Et maintenant, il faut l'amplifier. Jacques Mauge, vous êtes président de la FIEV depuis le mois de mai dernier. Vous avez fait de la connectivité et de cette révolution qui vient des startups un vrai point de votre programme. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus en réaction à ce que M. Cham vient de déclarer? Oui, alors je n'adresserai pas de reproche à mon prédécesseur parce qu'il a eu l'idée, donc c'est important. L'idée est réalisée, elle est là. J'ai visité certaines startups et bon, il y a des choses très positives. D'abord, elles sont toutes ravies d'être là. Elles sont dans un environnement qui leur est très favorable. Elles ont fait beaucoup de rencontres. Il y a des points à régler, notamment au niveau de l'Académie digitale, au niveau de l'animation. Ils m'en ont parlé, mais ils sont extrêmement contents de ce support, de cette aide. Une start-up a besoin d'aide à son début pour pouvoir se développer, et c'est quelque chose qui est très important pour elle. Pour nous, Equipoto, on est la rencontre de l'amont de la filière avec l'aval. L'innovation est clé, c'est quelque chose de très important. On est à l'aube de révolutions technologiques. Et les révolutions technologiques s'accompagnent toujours de beaucoup de mouvements et nous devons aider à encadrer ces mouvements dans l'intérêt de la filière. Alors il y a de la formation, il faudra insister sur la formation. Les nouvelles technologies vont amener à apprendre à nos clients à mieux se servir de ces nouvelles technologies. Il y a plein d'aspects que nous devons encadrer et les startups sont une première direction de cette innovation. Donc, comment on perçoit les startups quand on est représentant des équipementiers? Est-ce que ce n'est pas une forme de concurrence naissante? Non, les équipementiers, vous savez qu'ils interviennent dans près de 90% du contenu des véhicules. Et ils ont en grande responsabilité l'innovation pour l'automobile. Donc ils sont à la recherche d'innovation. J'ai vu des choses exceptionnelles au niveau des startups, notamment une structure d'accélération de startups qui est menée par un équipementier qui s'appelle l'Electrifil. Alors donc lui, non seulement il a besoin d'innovation, mais il a besoin d'accélérer l'innovation. Donc voilà des initiatives extraordinaires et qui ne jouent pas du tout à contre vis-à-vis des équipementiers. Au contraire, les équipementiers ont besoin d'apporter de l'innovation. C'est un dû auprès de leurs clients et c'est un devoir dans leur métier. Et donc on voit bien que par l'initiative d'Electrifil, le sujet c'est d'accélérer l'innovation. Donc la maison de la FIEV pourrait s'ouvrir davantage aux startups et à l'innovation? Bien sûr, tout à fait. Alors, nous réfléchissons... bon, la FIEV est une structure par nature industrielle, mais on ne peut pas rester figé dans une logique qui remonte à la nuit des temps dans la filière automobile, et nous réfléchissons à intégrer à la FIEV, sous une forme encore à définir, mais des contributeurs à la filière qui ne sont pas uniquement industriels. Monsieur Bartholomé, vous-même, vous êtes ouvert à justement l'accueil des startups sous une forme ou sous une autre, peut-être modifier votre position syndicale. Est-ce que vous nous en dire Je vais en dire un petit mot. Je voulais simplement, parce que revenir à votre première question que vous avez posée à Claude Cham. D'abord, nous sommes, nous, CNPA, extrêmement satisfaits d'être présents ici en tant que représentation de l'ensemble des métiers, des services et de la prévente automobile. J'avais dit à Claude que le CNPA reviendrait. C'est avec un grand plaisir qu'on l'a fait et c'est vraiment maintenant, même plus qu'un plaisir, je crois que ce soit indispensable et on en profitera également pour tous nos métiers. Et puis également remercier nos amis de la FIEV et nos amis de la FFC, organisateurs importants, d'organiser une telle manifestation. Alors sur le sujet pour lequel vous me parlez,
nous sommes effectivement en plein dans la réflexion à l'heure actuelle. Il est clair que quand on prend l'ensemble de métiers, si on prend les métiers du service et les métiers de la réparation, si on prend les métiers du service, par exemple, on reprend les métiers des loueurs. C'est une branche importante au niveau du CNPA. Comme vous avez un métier des loueurs aujourd'hui, il se passe, en termes de start-up qui existent, de créer une dynamique de location entre particuliers. On le vit, on en connaît. Je ne vais pas en citer 2 ou 3 parce que je risquerais d'en oublier. Mais je veux dire que pour nous, c'est l'exemple type sur un métier de service où il faut avoir cette réaction. Et d'une manière générale, la réaction de la direction que je représente est extrêmement favorable à l'écoute. Et c'est mon job à moi de persuader, et là ça a été assez facile dans le cas des loueurs chez nous, de regarder le sujet et d'entrer en contact et en discussion. Puisque de toute façon, ça va exister d'une manière ou d'une autre. Qui peut mieux éventuellement demain que les gens qui sont effectivement des loueurs, dont c'est le métier depuis des décennies, ne pas accepter ce genre de situation, ce genre d'évolution, et éventuellement de rentrer en contact et d'en discuter. Ça me paraît important. Et nous, sur cet exemple-là, au niveau du CNPA, puisque nous avons 21 métiers à l'heure aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas lieu de réfléchir à une création de métiers supplémentaires ouvrant la possibilité à des startups, ou est-ce qu'il n'y a pas éventuellement, par les nouveaux statuts qui ont été adaptés, de faire rentrer des gens qui ne sont peut-être pas dans notre convention collective, mais qui vont nous apporter une réflexion fondamentale sur notre avenir et sur leur avenir à eux. Donc on est vraiment en plein dedans. Les nouvelles mobilités, on présentera en fin d'année un plan de mobilité, on le présentera dans le cadre de la stratégie, le comité stratégique de la filière, Claude la connaît très bien, ainsi que notre ami, et inévitablement, on fera une place importante à toute cette évolution. La difficulté pour nous, c'est que nous avons des entrepreneurs, des artisans au niveau national, qui sont tous les jours dans des discussions, sortir leurs problèmes, de leur rentabilité, de leurs difficultés assez compliquées. Donc c'est de leur faire admettre qu'il y a des évolutions telles que demain, il faut aussi, si l'on veut encore être présent, exister, se mettre dans la réflexion et regarder un peu ce qui se passe autour de nous. C'est pas simple, mais ça fait aussi partie du rôle important qui est celui de notre syndicat actuellement. On parle souvent des startups comme des disruptions, de la disruption pour les métiers. Aujourd'hui, est-ce que c'est une menace ou avez-vous identifié cela comme des vraies opportunités dès lors qu'on l'apporte d'une bonne manière? Je n'utiliserai pas le mot destruction ou le mot menace. Je pense qu'il y a une réalité qui est là aujourd'hui. Maintenant, je suis quand même un représentant, un patron, des patrons, syndicalement parlant. Il est clair qu'il faut qu'on adapte certains textes qui permettent effectivement de vivre ensemble dans un premier temps. On ne peut pas avoir des entreprises qui ont une antériorité, qui sont sur le terrain depuis extrêmement longtemps, qui ont leurs problèmes, leurs propres charges, leurs propres salariés, avec les taxes que nous connaissons dans notre pays, se confronter directement avec une entreprise qui, effectivement, sur le même créneau, avec des idées beaucoup plus novatrices, mais beaucoup moins chargées, beaucoup plus faciles à réaliser, il faut que tout ça puisse se mettre en place. Ça fait partie de notre raison. Mais je pense aussi que l'État l'a bien compris, et la mise en place de la loi sur le numérique qu'on nous annonce, je crois, pour le 1er janvier 2017, si j'ai bien compris, devra régler l'ensemble de ces problèmes. On peut pas simplement détruire de l'emploi. Pour qu'il fait qu'inévitablement, on puisse modifier cet emploi. Mais il faut moins maintenir au niveau d'emploi. Je pense que la croissance, telle qu'on le voit aujourd'hui dans les pays modernes, où on avance d'une manière digitalisée, on s'aperçoit que la croissance, prenez la croissance des États-Unis, est relativement faible. Pays fondamentalement de start-up. Je pense qu'on n'aura plus de croissance, on aura un renouvellement, on aura une adaptation nouvelle. Et cela, inévitablement, il sera très intéressant que le législateur, effectivement, regarde de très près le sujet. Quant à nous, ce qui nous concerne, on est tout à fait prêt à accueillir pour donner une légitimité aux startups, puisqu'à un moment donné, l'idée, c'est quand même de créer son entreprise, de créer demain une entreprise qui se développera. Il faudra lui donner une idée de convention collective. Il faudra bien qu'elle appartienne, la structurer par rapport à ce qu'elle emploie. Il faudra lui donner la possibilité d'accéder à de la formation. Il faudra lui donner la possibilité d'accéder à la santé, les fameuses mutuelles. Tout ça, c'est une branche des professionnels des métiers et des services que nous avons. Et là, nous sommes tout à fait prêts, effectivement, à les accueillir. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a une demande? Est-ce que vous les sentez aussi vraiment disposés à intégrer ce système-là? Ou est-ce qu'elles ont peut-être envie de garder une part de liberté, une part d'indépendance vis-à-vis de...
Je pense que ça ne sera pas une intégration comme on pouvait intégrer les carrossiers ou dans des métiers tels qu'on les a connus. C'est pour ça que notre réflexion aujourd'hui mérite de demander l'avis un peu de tous nos professionnels. Personnellement, j'insufflerais l'idée d'effectivement qu'on a obligatoirement mieux à discuter, à collaborer avec ces startups pour voir quels sont effectivement les intérêts communs pour défendre nos propres métiers. Maintenant, les intégrations, je dis tout à l'heure, nous sommes des gens qui ont des métiers traditionnels, qu'ils font depuis extrêmement longtemps. Il faut leur expliquer tout doucement comment ça se passe et comment demain ils seront présents par rapport à ça. On ne peut pas dire oui, j'intègre tout le monde, mais inévitablement, c'est à nous d'expliquer, de montrer, de réfléchir, de collaborer. Et c'est ce que nous faisons au niveau de la direction générale du CNPA. Au centre du débat, puisque vous parlez de débattre, au centre du débat, il y avait le véhicule connecté. Et cette semaine, M. Cham, quel bilan vous tirez de tous ces débats, de tous ces échanges que les visiteurs d'équipe auto ont pu découvrir, auxquels ils ont pu assister? J'ai dit en début, dans la conférence de presse que j'ai donnée d'ouverture du salon, que je pensais que ma conception pourquoi un salon? Il faut se poser la question. Pourquoi les gens investissent de l'argent à venir, passer du temps, à dépenser sur les stands, etc. Il faut qu'il y ait un retour sur investissement. Les Allemands ont une vraie culture salon. Ils se déplacent, ils en montent à l'étranger, etc. Les Français sont plus individualistes et ont peu moins tendance à venir dans les salons, comme Équipe Auto ou d'autres. Je pense qu'un salon, ça doit être un point d'ancrage. Nous sommes dans une période où les mutations sont là. Beaucoup de choses vont se passer et je pense personnellement que nous allons progressivement changer de paradigme. Quand vous êtes dans des périodes où foisonnent un certain nombre de pistes d'évolution technologique ou de pistes d'évolution d'habitudes de mobilité, il est extrêmement difficile pour une société de trouver sa voie. Sur le véhicule connecté, lorsque vous écoutez les ingénieurs de l'industrie automobile, lorsque vous écoutez les ingénieurs, disons, de l'aéronautique, puisque un avion, c'est connecté, il y a beaucoup de choses qu'on peut puiser. Alors, on ne sait pas encore exactement. Un véhicule autonome, par exemple, vous lui faites passer les ronds-points que nous avons développés à foison dans un certain nombre de choses. Essayez de voir, imaginez ce que peut être la place de l'Étoile avec des robots qui tournent autour. Il y a une blague de Raymond DeVos qui faisait qu'il y avait une ambulance qui rentrait, puis on vous éjectait du système. C'est très complexe. C'est pas évident pour trouver, parce que heureusement, je dis souvent, la route pardonne. Pourquoi elle pardonne? Parce que l'être humain a une réaction qui permet au dernier moment d'éviter le choc. Un robot, s'il est programmé, il est programmé. Hein. Puis les voitures connectées, les voitures autonomes, ça sera ça. Donc, le bilan d'aujourd'hui, j'ai vu beaucoup de gens qui ont découvert des choses auxquelles ils ne pensaient pas. J'ai rencontré, pas plus tard qu'hier, des représentants d'une société de leasing. Je ne la nommerai pas, mais une société de leasing. Des gens de terrain, hein, pas de la direction générale, des gens de terrain. Ils m'ont montré une application à laquelle, je vous dis très franchement, j'étais à 100 000 lieues de pouvoir imaginer. Mais parce que eux, ils l'ont développé parce qu'ils en éprouvaient, ils en ressentaient le besoin. Ou, si ce n'est dans un salon comme celui-ci, avoir une meilleure place pour pouvoir échanger avec des endroits comme cette Agora, comme des clubs, etc. etc. C'est à ça que nous servons. Et à quoi vous n'aviez pas pensé, cette application? Ah, ça serait long à vous développer. C'est une application qui est nécessaire pour quand... Bon, c'est une société qui est un prestataire de service pour la société de leasing et qui met en route, si vous voulez, le dépannage, l'assistance nécessaire. Alors, ils ont une plateforme, etc., etc. Et ils ont un système de localisation et un système de réponse, si vous voulez, multiservice, auquel, personnellement, je n'avais pas pensé parce qu'eux étaient confrontés à des files d'attente qui venaient à engorger. Ils ont développé une application, mais toute simple, sur un smartphone qui débloque le système. Voyez ? Les applications qui ont le plus marché sont souvent les plus simples. Et c'est souvent, mais vous avez raison, c'est les idées les plus simples qui sont les meilleures. Donc, pour répondre à votre question, je trouve que le premier bilan est bon. Ce que je souhaite et le président Moge l'a dit,
nous avons ici sur Equipoto le plein soutien de nos actionnaires, la FFC, la FIEV, comme Exposium, qui est notre actionnaire, mais aussi notre organisateur, pour aller plus loin. Et là où je me flagelle, c'est que je me dis, pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Et j'aurais dû y penser plus tôt, on aurait fait encore plus fort. Et on aurait peut-être mis plus de moyens pour leur permettre de mieux se faire connaître et d'aller déjà plus à la rencontre de leurs clients. Alors pensons bien en amont. Monsieur Mauge, est-ce que vous pourriez faire pression ou en tout cas inviter l'organisateur à considérer le véhicule autonome d'ici 2 ans, qui sera encore plus une réalité? Est-ce que ça pourrait être une des activités à faire sur le parking? Absolument. Le véhicule autonome est déjà une réalité. Au salon de Bordeaux ITS, un véhicule PSA s'est rendu sur ce salon de manière complètement autonome, avec les occupants du véhicule qui se baladaient les bras croisés. Donc c'est une réalité, la technologie est là. Il reste encore plein de problèmes à régler et plein de sujets à discuter pour les prochaines éditions d'Equipoto. Donc effectivement, ça sera un sujet qui nous intéressera. On n'a pas passé l'étoile, mais on a passé quelques ronds-points à Bordeaux, effectivement, et on voit que le système fonctionne très bien. Donc, c'est une réalité. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur un calendrier ou sur des choses un peu plus concrètes? Un calendrier, il y a tout un débat là-dessus. Lorsqu'on écoute les constructeurs et les équipementiers qui sont aux premières loges de la mise au point de cette technologie, il y a des points positifs. Les premiers points positifs, c'est que le système ne nécessite pas une modification de l'infrastructure. Donc c'est un point très positif au niveau de la mise en service. Voilà. Donc ça, c'est un point très positif. D'autres points positifs, j'en parle très rapidement, c'est le fait que le facteur humain est également important dans l'accidentologie. Bon, là, on l'évacue. Bon, il y aura d'autres problèmes que l'intelligence artificielle devra régler, mais au moins, le facteur humain va être éliminé. Donc ça, c'est un point également positif. Bon, maintenant, il y a l'acceptation de cette technologie qui pose des tas de problèmes, et il y a l'aspect légal. Qui est responsable en cas d'accident entre plusieurs véhicules autonomes? Donc des points à régler qui ne sont pas insurmontables. Si on met 2 juristes ensemble, ils peuvent discuter longtemps, mais quelqu'un peut siffler la fin de la partie et prendre une décision. On peut imaginer que les pouvoirs publics soient capables de faire ça. Donc on peut imaginer que ce sont des technologies qui sont abordables. Du point de vue des équipementiers, on pense que la mise en place de ces technologies se fera par étapes progressives. Donc il y aura des sous-ensembles qui seront mis progressivement sur le marché. Vous pourrez parquer votre véhicule automatiquement, c'est-à-dire en étant à l'intérieur du véhicule sans toucher à aucune commande. Ça, c'est déjà en série. Vous pourrez ensuite parquer ou retrouver votre véhicule alors que vous êtes à l'extérieur du véhicule. Vous pourrez avoir un véhicule qui est capable de suivre un autre véhicule de manière automatique, le dépasser en cas de ralentissement du véhicule devant, et cela en toute sécurité. Vous pourrez avoir une conduite complètement autonome sur des axes protégés comme des autoroutes, et puis vous pourrez accéder in fine à l'application ultime qui est le véhicule complètement autonome. Donc nous pensons que cela va arriver par étapes. Ça va aussi modifier la manière d'entretenir les véhicules. On parlait d'accidentologie, il va y avoir aussi quelques baisses d'entrée à l'atelier ou dans les carrosseries. Est-ce que vous avez anticipé ces mutations? Sur la partie service, entretien, il est clair que pour nous, c'est la voiture connectée, puisque c'est quand même l'origine. La finalisation de la voiture connectée serait de voiture autonome. Mais sur la voiture connectée, on a un vrai sujet qui est aujourd'hui, qui détiendra les véritables données. Les données endogènes du constructeur dans la voiture, les données exogènes qui nous viennent des grands Google et ainsi de suite, qui détiendra demain cette connectivité. Ça veut dire que là, on rentre dans des sujets qui ne sont pas simples, il n'y a rien de déterminé aujourd'hui. On est géré par la loi liberté informatique qui est là. Donc demain, comment tout ça va se passer? Je pense qu'il y a un problème de juriste qui devra déterminer effectivement cette approche, puisque qui détiendra éventuellement l'ensemble des données
aura la capacité demain à réparer plus facilement le véhicule. Ça paraît à peu près évident, et de le conditionner. Et ces données-là, est-ce que les données constructeurs qui sont celles issues sur les véhicules existent? Qu'est-ce qu'elles deviennent? À partir de quand? Voiture garantie, pas garantie? Donc il y a quand même là, sur ces sujets-là qui sont fondamentalement importants pour l'avenir de nos métiers de la réparation et de l'entretien, des sujets qui sont aujourd'hui dans le domaine de pas mal de juristes et d'idées et de réflexions. Et je pense que là encore, je reviens toujours à mon idée de tout à l'heure, c'est que le législateur aura vraisemblablement une nouvelle fois à travailler sur une grande partie. On le retrouvera dans la loi sur le numérique, parce que c'est là que ça va se déterminer, quoi, hein. On peut penser qu'il y aura effectivement un certain nombre de batailles, hein, entre est-ce que demain c'est une Google Car, est-ce que c'est la prévente qui déterminera, les gens qui ont la prévente qui déterminera la voiture qui est connectée, est-ce que les constructeurs voudront garder leur partie, est-ce que la partie des équipements, enfin, il y a vraiment un enjeu énorme et colossal, qui est un enjeu derrière ça économique et d'enjeu vis-à-vis de métier qui est extrêmement important. Alors ça se met en place, ça se discute, mais ça ne sera pas simple. Et de toute façon, la réponse finale de nos activités viendra effectivement de la connaissance des résultats qui viendront de cette discussion. Il y a déjà néanmoins quelques expérimentations du côté constructeur sur de la prévente connectée. Quel est votre point de vue sur ces petites avancées? Oui, là vous parlez éventuellement d'achat de pièces ou autre, c'est ça vous vouliez dire? Pas forcément, c'est même générer des leads à la prévente. Ah oui, alors ça c'est plutôt la partie du commerce aussi. On le fait beaucoup plus dans les ventes de voitures aujourd'hui avec les leads, si vous voulez. Bon, c'est un ticket, pour ne pas citer BMW, mais il y a des tickets générés automatiquement. D'autres constructeurs sont en passe de générer ce même type de schéma. Donc on est dans une autre approche, dans un autre rapport au client, un changement de la relation client. Oui, la relation client, c'est exactement ce que je veux dire. Qui aura la relation client par rapport à? Évidemment, les constructeurs, dans l'exemple que vous prenez, anticipent éventuellement un certain nombre de conditions de continuer à garder la relation client. Mais ça n'empêche pas que les gens de la réparation des services aussi anticipent aussi le fait de pouvoir le faire aussi. Donc il ne faut pas oublier que le parc des voitures aujourd'hui, c'est 30 et quelques millions de voitures. Il y a quand même beaucoup de millions de voitures à connecter qui n'auront rien à voir avec les constructeurs. Et le vrai du marché, il est là. Qui va apporter sur la prise EBD le bon truc à mettre et qui détiendra effectivement les données. Vous voyez qu'il y a un marché colossal, énorme par rapport à ça. On regarde ce qu'on voit sur le pavillon des startups. Bon, il y a plein d'idées, il y a plein de gens qui sont prêts effectivement à apporter de quoi effectivement satisfaire cette envie d'aller chercher les données et le marché. Ça, c'est évident. Très bien, merci. Donc, un petit mot pour finir, puisqu'on a des délais à respecter, on n'est pas loin de la demi-heure. Monsieur Cham, si vous deviez tirer une conclusion de tous ces échanges et éventuellement inviter les visiteurs à revenir en 2017. Ah ben écoutez, je ne peux faire que ça. J'ai entendu ce que le président du CNPA, Francis, vient de dire. Il a dit « nous sommes revenus et on reviendra », donc c'est déjà bien. Tous ceux qui m'entendent, faites-en autant. Nous vous accueillerons avec le grand plaisir. Et puis, ce que je souhaite, c'est qu'en tant que président du salon, la seule chose que nous voulons faire, c'est pour nos actionnaires et pour les vrais propriétaires du salon, c'est-à-dire les exposants, les visiteurs, encore nous améliorer pour que les prochaines éditions soient à la hauteur des enjeux qui nous attendent. On a initié cette année un certain virage, comme je vous l'ai indiqué. Nous allons l'amplifier et nous souhaitons véritablement que le salon Equipoto soit le meilleur salon B2B de l'automobile en France, connecté et autonome. Et je ne le dis pas par hasard, autonome. Regardez bien comment Equipoto est. Il y a un intérêt à tout le monde à venir sur Equipoto, car véritablement, nous avons toute la liberté de pouvoir attaquer les défis du futur avec une détermination que je puis vous dire est extrêmement forte quand je regarde ce que mes actionnaires ont décidé de faire. Voilà, donc merci pour votre accueil. Merci à vous tous d'être venus. Et puis je vous dis, eh bien, bonne fin de salon 2015 et surtout un bon salon 2017. C'est une grande année. Merci à vous. Merci, M. Bartholomé. Merci, M. Cham. Merci, M. Moche.